Bonsoir à tous, chers socios, pour un nouvel épisode du Club des 5, l'émission en direct sur YouTube par des passionnés pour des passionnés. Ce soir, pour m'accompagner, un plateau d'habitués désormais. On va commencer par Loïc et Bach. Bonsoir Loïc. Salut Bilal. Comment tu vas? Très bien, je suis très content d'être ici comme d'habitude. Tu sais, il y a Amaury en régie qui me demande si c'est une dédicace à Adil Rami, la petite boucle. Ah, j'attendais le... Bah, vous pouvez vérifier sur toutes les émissions sur YouTube, je l'ai depuis le début. Il n'y a pas de dédicace à Adil Rami, il n'y a pas de... C'est mon style. Il l'avait avant, Adil Rami. On a l'honneur aujourd'hui d'accueillir un nouvel arrivant. Alors c'est un peu le caméléon de ce projet. Jarod. C'est un peu le Jarod. Ah ouais. Un mélange on me dit un mélange entre Guardiola et Steve Jobs. Tantôt à l'oreillette, tantôt au quiz, l'excellent Fares Hachem. Salut tout le monde, salut les socios, salut Bilal. Je suis content de te voir ici, ça fait longtemps que j'avais pas travaillé avec toi. T'es de retour. Pas trop la pression là Non. Tu sais que les socios sont aux aguets ce soir. Le rédac chef, il faut qu'il soit au niveau. Donc on va essayer de faire ça bien. Ce soir, une émission exceptionnelle aussi parce que j'ai l'honneur de remplacer Samuel Vasselin et Romain Bédouc. Je suis un peu triste pour eux parce qu'on les a envoyés en camp de réinsertion. Ils ont pris trop de défaites à FIFA 18. On espère les revoir très très vite. J'ai envie de dire il était temps de toute façon. Ce soir, excellent programme puisqu'on a eu une 15e journée de Ligue 1 avec une victoire de l'OM contre Metz 3-0. On reviendra également sur la défaite de Lyon à domicile contre Lille et on finira par le gros carton d'Arsenal contre Huddersfield 5-0. Mais on commence tout de suite par notre cher Ligue 1. C'était, nous le disions, la 15e journée de Ligue 1 hier. L'Olympique de Marseille a atteint la 2e place du classement après une victoire à l'extérieur contre le FC Metz 3-0. Début signé Thauvin, Gustavo et Ocampos. Alors, première question toute simple, messieurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match qui envoie Marseille à la 2e place? En début de match, j'étais pas tellement rassuré par la prestation de Marseille. Metz qui avait bien entamé le match, qui avait mis l'OM un petit peu en difficulté. Il y a eu notamment un but refusé par Rivière, je crois. Et c'est à partir du moment où l'OM a marqué par l'intermédiaire de Thauvin que l'OM s'est mis à jouer un petit peu mieux. Donc prestation que je vais pas qualifier en demi-teinte quand même, parce qu'il y a une victoire 3-0 à la clé pour l'OM. Mais pas convaincante à 100% non plus. D'ailleurs, on va peut-être voir la composition d'équipe de l'OM hier soir. Fares, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire assez probante de l'Olympique de Marseille? Alors moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des bonnes performances. Thauvin, ça fait plusieurs matchs qu'il est décisif, qu'il met Marseille sur les bons rails. Il le fait encore hier en marquant le premier but. On a vu que Thauvin était que Payet était physiquement un peu mieux. Luis Gustavo est toujours au niveau. Vraiment, il est impressionnant de match en match. C'est vraiment le patron du milieu. On peut lui mettre n'importe qui avec lui. Il est bon. D'ailleurs, Thauvin, pour préciser ce que tu dis, je crois qu'en 2017, en termes de statistiques, passe décisive, but, c'est le meilleur joueur français de l'année civile. Il est très décisif sur les 9 derniers buts de Marseille. Là, il est tout impliqué. Il est sur 6 buts, 4 buts et 2 passes D, je crois, quelque chose comme ça. Donc il est très influent et c'est lui qui met souvent Marseille dans le bon chemin. Hier, il y a aussi les latéraux qui ont fait une bonne performance. D'ailleurs, on va en reparler. Fares, vous parliez de statistiques, messieurs. Il y a une statistique qui est importante concernant l'OM. On a beaucoup parlé du match héroïque contre le Paris Saint-Germain. Depuis ce match, Marseille n'a concédé qu'un seul but sur les 5 dernières rencontres. Ça fait des Olympiens une équipe super solide depuis ce match contre le PSG. Pour la dernière défaite de Marseille remonte au 10 septembre, c'était contre Rennes à domicile 3-1. Marseille devient une équipe vraiment solide. Qu'est-ce qui explique selon vous la solidité des Olympiens? Rudy Garcia a su se remettre en question sur certaines choses, c'est ce qu'on lui reprochait souvent en début de saison. Il a su se remettre en cause sur certaines choses. Il est passé notamment du 4-3-3 au 4-2-3-1. Et c'est là où il a commencé à aligner Zambo Anguissa et Gustavo au milieu, où il a trouvé un équilibre. Il avait commencé à le faire un petit peu avant le PSG, déjà, il me semble. Mais voilà, il y a eu un équilibre qui s'est trouvé avec ces deux joueurs-là.
Ce qui fait que l'OM est quand même plus solide. Et il y a aussi le départ d'Evra. Mine de rien, je pense que c'est important. Pareil, mais sur la défense marseillaise, sur la solidité. Ce que tu as dit est important, c'est que la base, je pense que c'est le match contre le Paris Saint-Germain, où dans l'envie, ils ont mis beaucoup d'intensité. Ils ont quasiment mangé les Parisiens dans les duels, quasiment. Au milieu de terrain, Anguissa fait un super match, Gustavo aussi. Donc je pense que dans les têtes, ça fait beaucoup de bien que Garcia s'est appuyé sur ce match-là. Le 4-2-3-1 est une base solide pour Marseille, je pense. Ça les aide beaucoup. Parce que sur les côtés, tu as, les duos Sakai, Thauvin et Amavi. Pourquoi ce seraient les latéraux, la vraie je pense que quand. C'est une réflexion que je me fais, c'est que le 4-3-3, c'est vraiment quand au milieu de terrain, tu as des joueurs vraiment forts. C'est une composition qui s'assume. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Quand tu as des joueurs qui ne sont pas encore vraiment au top niveau, le 4-2-3-1, c'est une solidité. Un peu comme le 4-4-2 aussi. Donc Marseille ne peut pas, si je vous écoute, Marseille ne peut pas ou ne devrait pas jouer en 4-3-3. Pas avec son effectif. Je pense qu'ils peuvent le faire sur certains matchs, mais il y a un déséquilibre qui est difficile à gérer pour eux sur certaines phases, comme un peu Bordeaux, quand ils sont en 4-3-3. Donc quand tu n'as pas les joueurs pour jouer en 4-3-3, c'est vraiment difficile. C'est vraiment un dispositif qui est très exigeant en termes d'équilibre. Donc il faut vraiment bien gérer les attaques et le repli défensif, etc. Alors que le 4-2-3-1, ça permet à Marseille d'être vraiment plus solide et ça permet vraiment, en plus on voit que les joueurs sont plus en forme, donc forcément ça coïncide avec le système de jeu peut-être. C'est pas sur le système de jeu, c'est pour ajouter par rapport aux latéraux, pour compléter un petit peu aussi ce que je disais tout à l'heure. Il y a aussi, mine de rien, on peut en parler, la requalification du poste de Bounassar, qui a été replacé latéral droit et qui depuis ce replacement il a montré quand même des choses plutôt intéressantes. Il a été titularisé contre Guingamp. Offensivement, il a apporté pas mal de choses. C'est d'ailleurs l'un des rares joueurs que j'ai vu à Marseille réussir ses centres. Parce que mine de rien, depuis le début de saison, à mon avis, Sakai niveau centre, c'est pas trop ça. Et défensivement, voilà, puisqu'on parle de la solidité tout à l'heure, défensivement, il a su progresser par rapport à ça, parce qu'on rappelle qu'il est quand même ailier au départ. Il a su progresser par rapport à ça, ce qui fait une alternative aussi à l'OM sur le côté droit. Donc voilà, la défense, on va dire, elle s'est un petit peu complétée avec... il manquait une doublure au poste de Sakai. Et je pense que Garcia, pour le coup, c'est la bonne petite trouvaille. Il a su faire de Bounassar une vraie doublure à droite. Et puis pour le coup, je pense que Garcia, il a fait une conclusion très simple. C'est qu'offensivement, Marseille, en tout cas au niveau des attaquants, ils étaient très peu en réussite, que ce soit Mitroglou ou Germain. Donc je pense qu'il s'est lui-même dit, il va falloir déjà avoir une base solide. Parce que tu peux attaquer, mais si derrière tu plantes pas et que tu transformes pas tes occasions, derrière tu t'exposes. Donc je pense qu'il est vraiment reparti de la défense. Des bases solides. Voilà, sur des bases solides, solidifier déjà la défense. Et après, il a aussi beaucoup été aidé par Thauvin. Mais je pense que qui travaille beaucoup défensivement. Voilà, c'est ça. Qui travaille beaucoup avec Ocampos aussi offensivement, il faut le dire. Vous avez parlé de pas mal de joueurs, messieurs. Vous avez parlé de Bounassar, vous avez parlé des latéraux à Marseille. Si vous deviez choisir un homme fort, d'ailleurs j'invite aussi les socios à le faire sur les réseaux sociaux, via les commentaires, si vous deviez choisir un homme fort, un joueur qui symboliserait cette solidité à Marseille. Pour moi, le vrai homme fort, pour moi, c'est Luis Gustavo, mais c'est un peu trop facile. Moi, j'ai envie de mettre en lumière Thauvin. Décidément. Il est obsédé par Thauvin. On parle que de lui parce que pour le coup, c'est vraiment le joueur en forme de Marseille. Mais c'est plutôt Jordan Amavi qui, pour moi, cette bonne période de Marseille coïncide avec son installation sur le côté gauche. Evra, avant qu'il se mette tout seul dehors, c'est d'abord Amavi qui l'avait mis dehors, juste avec les performances sur le terrain. Et je suis très content parce que Amavi, c'est un joueur que à Nice, j'appréciais déjà beaucoup, qui avait fait de très bonnes performances à Nice. Il part à Aston Villa, c'était pas forcément un bon choix. En plus, derrière, il se fait les ligaments croisés. Il part très tôt à Aston Villa. Il part tôt après une bonne saison. Donc après, en plus, derrière, il descend. Bon, là, l'année dernière, il fait, je crois, 36 matchs où il fait une saison pleine en Championship. Mais cette année, il revient en lumière. Donc je trouve que c'est intéressant. Donc je suis vraiment content pour lui. Il avait d'ailleurs déjà failli rejoindre le Mercato. Ouais, au Mercato d'hiver, c'est ça. Et surtout, on voit que derrière, il profite d'une blessure de Kurzawa pour intégrer le groupe France. Et je pense sincèrement qu'avec les performances qu'il fait en ce moment, je ne le vois pas quitter ce groupe France et je le vois même aller à la Coupe du Monde. Après, à la Coupe du Monde. Il n'avait pas été sélectionné sur le dernier rassemblement début, si je ne dis pas de bêtises. Mais moi, quand on voit les performances... Qu'est-ce que tu penses, Loïc? Non, je pense que c'est une alternative sérieuse pour le coup. Si on prend le côté gauche de l'équipe de France, il y a Mendy qui est blessé, qui reviendra sûrement, en tout cas on l'espère.
il recommence à courir déjà. Ouais. On On l'a vu. Sur une jambe, mais, Voilà, il y a Lucas Digne qui fait de bonnes prestations. mais qui n'est pas titulaire, donc Voilà, qui est ça pas reste titulaire, compliqué. Digne fait quand même de bonnes prestations Mm. avec le Barça et on n'en parle pas beaucoup. Après, voilà, je pense qu'il est troisième dans la hiérarchie parce que je le mets quand même devant Kurzawa qui, depuis le début de saison, puis même un petit peu plus que le début de saison, n'est pas au niveau qu'il a pu avoir à Monaco. Mhm. Donc j'en fais vraiment le. Et à l'OM, est-ce que tu penses que est-ce que tu penses comme Fares que c'est l'homme fort? Toi, je crois que tu as choisi un autre joueur, Ouais. on va y passer tout de suite. Je crois que tu t'es laissé tenter par un défenseur central. Exactement. Même si je pense qu'Amavi a pour le coup un vrai rôle à jouer, surtout le départ d'Evra aussi, mine de rien. C'est Adil Rami. C'est Adil Rami que je souhaite saluer, entre guillemets. Très belle photo, là. Je pense que s'il voit l'émission, Il ressemble un peu à Loïc, je trouve. Je sais pas Ah, ce que t'en penses, carrément, Fares. ouais. je pense que s'il vu voit qu'on l'émission, est, il va adorer ça. Bah, je le prends bien. Mais ce serait plutôt moi qui lui ressemblerais quand même. Ouais. Non, voilà, il a su apporter une vraie stabilité à cette défense. Il a un rôle aussi qui manquait un petit peu à l'OM, même si Rolando a pu l'occuper ces dernières années, c'est-à-dire le rôle de leader technique. Enfin, non, Rolando, on va pas parler de leadership technique, mais plutôt mental. Pour le coup, Rami apporte un vrai rôle de leader mental. Il a de l'expérience. Il a joué à Séville pendant. Est-ce qu'on l'a pas un peu pendant trop il a joué à Milan. négligé Bah à si, son arrivée si, parce que quand il est arrivé à Marseille, Il a fallu qu'il se relance déjà physiquement, qu'il voilà, retrouve. mais physiquement, voilà, c'est un professionnel exemplaire. Mm. Voilà, il a une vraie éthique de travail par rapport à ça et ça se ressent sur le terrain. Il fait beaucoup de bien à cette défense de l'OM. Et puis même offensivement, il n'hésite pas. Il apporte ce qui manquait un petit peu à Marseille ces dernières années, c'est-à-dire il sait relancer les ballons. Et ça, on voyait souvent l'année dernière des soucis par rapport à ça pour l'OM. C'est-à-dire des ballons qui stagnaient entre Fanny, Rolando, qui se faisait tourner la balle avec Mandanda, où ça durait. Parfois, c'était des phases de 3 heures. L'OM était incapable de ressortir le ballon et ça finissait en dégagement. Là, aujourd'hui, Rami est capable de poser le ballon, de la relancer avec Gustavo qui vient de décrocher aussi. Donc voilà, il apporte beaucoup de choses. Mentalement, il fait pas mal de bien. C'est un petit peu le second capitaine. Je ne vais pas parler de Payet parce que je ne le considère pas comme un capitaine à Marseille. Je veux dire le second capitaine après Mandanda. Parce que voilà, là, bon, lui, il n'a pas confirmé en interview, mais apparemment, hier, il aurait demandé à ce que Germain rentre pour lui faire magasiner de la confiance. C'est ce genre de petites actions qui montrent que Rami a un rôle qui permet à l'effectif de solidifier, d'être plus solidaire, voilà, de progresser sur ces aspects-là. Voilà, c'est pour ça que je pense que Rami a un vrai rôle important dans cette défense et Walid, dans l'effectif. Fares, pardon, qu'est-ce que Pour rebondir sur ce qu'elle a dit, je pense qu'au-delà du terrain, je pense que c'est vraiment dans les têtes que Adil Rami fait beaucoup de bien. Déjà, dans ses déclarations, il prend beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Voilà, quand on voit il essaie toujours de motiver ses troupes, de sortir vraiment le positif des performances de Marseille. Dans ses analyses, il est souvent lucide. Donc, il n'hésite pas à dire que là, on n'a été pas bon, mais on peut s'appuyer sur ça. Donc, en dehors du terrain, déjà, je le trouve très bon Je pense en qu'il est interview. rassurant. Ouais, il est très rassurant. Il est très rassurant, pardon. Et après aussi, autre chose pour généraliser, Marseille, au final, ils ont une équipe avec que des internationaux. Sakai. Justement, tu parlais tout à l'heure d'Amavi. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. J'espère ne pas trop me faire attaquer par les socios parce que c'est un joueur qui divise, Rami. Tu parlais de l'équipe de France. Pour Jordan Amavi. Je croyais que tu allais parler d'Evra du coup. Non, ouais, moi aussi. C'est vrai que je m'attendais à la même chose. Je veux pas autant de problèmes. Tu parlais d'Amavi en équipe de France. Adil Rami a joué l'Euro. Alors certes, dans une équipe de France qui comptait énormément de blessés en défense. Qu'est-ce qu'il peut attendre de cette saison, Adil Rami, d'un point de vue de ses ambitions? C'est compliqué dans la mesure où... C'est très compliqué. Voilà, s'il n'y a pas de blessés, ça va être compliqué. Parce que devant lui, dans la hiérarchie, de manière sûre, il y a Varane, il y a Koscielny. Il y a Varane, Koscielny, Umtiti. Et en quatrième choix, est-ce qu'il y a Kimpembe? Bon. Mais Deschamps aime bien avoir deux gauchers, deux droitiers. Je pense qu'il ne prendra pas la porte. Non. On s'est un petit peu tous fait à cette idée-là, malheureusement. Il y a d'autres alternatives, mais la porte est d'un bon joueur. Je rappelle qu'on est à la veille du tirage de la Coupe du Monde. Ouais. En tout cas, sur ses prestations depuis le début de saison, je pense que Rami peut avoir sa place en équipe de France. En tout cas, maintenant, est-ce que dans la tête de Deschamps, il arrive dans cette Fares, t'as pas l'air convaincu, toi, Fares. Non, j'y crois pas trop. En tout cas, il se met dans les meilleures conditions. Ça veut dire que s'il y est, rien à se reprocher, il l'aura mérité. Mais, sauf blessure de Koscielny ou de Varane, je vois vraiment pas Rami aller à la Coupe du Monde. Non, mais au moins dans le groupe, dans les 23, peut-être. Non, parce que pour moi, Umtiti, Varane, Koscielny, c'est au-dessus. Et derrière, je pense que Kimpembe, c'est le meilleur. Ouais. On aura le temps d'en reparler dès demain parce qu'on fera une page spéciale tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde. Un petit point peut-être au classement pour voir ce qui attend les Marseillais
lors des prochaines semaines. Les Marseillais qui sont, je le rappelle, dans une très belle forme. Alors Marseille va se déplacer à Montpellier, puis on aura, on le voit à l'écran, la réception de Saint-Étienne, et enfin le gros choc, celui contre qui Lyon. finalement... ces dernières saisons, l'Olympico, comme on l'appelle, la plus grande des confrontations pour l'OM, le match contre Lyon au Groupama Stadium. Je pense que après tout, à la trêve internationale, on aura déjà on pourra tirer déjà un premier bilan, et je pense que Marseille pourra ensuite formuler d'autres objectifs pour la suite de la saison. On aura le temps d'en reparler. On parlait du match contre Lyon. Ouais. Figurez-vous, vous le savez, que si Marseille est deuxième, c'est que forcément une équipe a failli. Cette équipe, c'est Lyon, qui a perdu hier 2-1 à domicile contre Lille. Je vous propose de revenir sur ce match-là. On va se faire peut-être un graphe des statistiques de ce match. Alors, comme vous pouvez le constater, 60% de possession de balle pour Lyon, 21 tirs contre 7 du côté lillois, 5 tirs cadrés à 3. Lyon, visiblement, a dominé cette rencontre. Pourtant, une défaite à domicile à l'issue de ce match. Est-ce que c'est un accident lyonnais, ou est-ce qu'il faut tirer une sonnette d'alarme, Loïc ? Je vais plus parler de sonnette d'alarme personnellement, parce que c'est pas le premier accident en fait qu'on peut constater à Lyon. Je vais rester un petit peu dans la transition Marseille-Lyon. Lyon et Marseille sont des équipes qui se ressemblent dans la mesure où elles sont irrégulières. C'est-à-dire que d'une journée à l'autre, elles peuvent montrer le meilleur comme le pire. Et là c'est pareil, Lyon, on se rappelle, là si on voit la dynamique récente, Lyon c'est une victoire 5-0 contre Nice, c'est ça, à Nice. C'est une victoire 5-0 aussi, il me semble, avant. Ils enchaînent 2 fois 5-0, il me semble. Non, avant Montpellier, ils gagnent 5-0. Enfin, je ne sais plus trop contre qui, mais voilà. 3 fois. 3 fois 5-0. Voilà, de toute façon, ça se voit au goal average quand on regarde le nombre de buts marqués. En tout cas, voilà, Lyon est capable d'écraser ses adversaires, tout comme de faillir mentalement. Puis il y a une statistique, je vais vous la donner parce qu'elle est super drôle. C'est Amaury qui est un peu notre geek du Club des 5, qui s'est amusé. Le comique de l'équipe, on peut le dire. Il a trouvé une statistique qui est incroyable. Je ne sais pas sur quel site il est allé la prendre, peut-être sur un site d'Illuminati, mais à chaque fois que que l'équipe qui joue Lyon prend un carton, Lyon gagne 5-0. Et à chaque fois que Lyon prend un carton, il y a 3 partout. C'est une statistique qui est incroyable. Apparemment, c'est les extraterrestres qui seraient derrière. Carton rouge, c'est. Carton rouge, oui, bien sûr, Fares. D'accord. Carton jaune, ça ferait pas mal de stats. Ça fait beaucoup. Fares sur la prestation lyonnaise hier. Je pense que c'est tout simplement un accident, mais que Lyon va devoir faire attention et tirer les enseignements de ce match. On le disait l'année dernière, ça déjà. Parce qu'au final, ce match-là, c'est un accident, mais Lyon se retrouve 3e. Marseille passe devant. Donc Lyon se met en difficulté alors que c'était un match qui était... C'est dû à quoi selon vous? C'est un manque de réussite. C'est un manque de réussite parce que en soi, tu as Fekir qui rate un penalty. S'il le marque, ça fait 2-2. On parle peut-être pas d'un accident, on parle juste d'une contre-performance. Mais que Lyon perd des points. Tu as Depay qui rate beaucoup d'occasions, qui est un peu tombé dans ses travers, à essayer de faire la différence tout seul. Fekir revenait... il était malade, donc il n'était peut-être pas non plus à 100%. Bertrand Traoré n'était pas là, alors qu'il apporte beaucoup, surtout sur son côté, fait beaucoup de différence. Mais c'est ce qu'on disait, un petit peu la dépendance par rapport aux 4 fantastiques de devant. Donc je pense que c'est, on l'a vu avec les comment dire, les chiffres. Mais du coup, tu parles Fares de manque de réussite. Est-ce que c'est dû qu'à ça, Loïc? Est-ce que selon toi, c'est seulement un manque de chance, cette défaite? Est-ce que ça ne cache pas autre chose? Non, après, quand on analyse quand même un petit peu statistiquement le match contre Lille, on voit quand même Lyon a pas mal dominé. Donc c'est un match que Lyon doit quand même gagner. Après voilà, si on regarde, je crois, leur bilan aujourd'hui, c'est leur 4e défaite, il me semble, si je dis pas de bêtises. 4 défaites, ça fait beaucoup. L'an dernier, on leur reprochait un petit peu ça. C'est une équipe qui faisait peu de matchs nuls, mais à qui il arrivait souvent des erreurs de parcours, qui perdaient souvent qui perdaient des points bêtement. Et voilà, dans ce match contre Lille, c'est un petit peu ça, même s'il se procure des occasions, même si il y a un énorme match de McMaignan en face, qui sort beaucoup de... Ouais, je pense qu'on en parlera un petit peu après de Lille. Lyon prend quand même des buts aussi évitables. Je parle pas que du match contre Lille, je parle depuis le début de saison. Ça fait quand même pas mal d'erreurs de parcours, je trouve. Je pense qu'ils sont peut-être aussi, après ça c'est pas une certitude, mais vu un peu trop beau. Ils sortaient d'une grosse série. Il y a une fragilité mentale, j'ai l'impression. Une grosse série. Lille, au contraire, était vraiment pas bien. Peut-être qu'ils ont pris le match un peu trop à la légère aussi et qu'ils étaient surpris par Lille. Une grosse série pour Lyon, peut-être une question
de fragilité, on s'est penché sur le temps de jeu de cette équipe de Lyon. Loïc tout à l'heure parlait de dépendance concernant certains joueurs. On s'est posé la question de savoir quels étaient les joueurs les plus utilisés dans cette équipe lyonnaise. Alors, sans surprise, on a Anthony Lopez qui est en première position, donc on ne l'a pas compté dans le classement, vu que c'est un gardien. On a mis les joueurs de champ. Et là, on se rend compte que Touzard est à 1294 minutes de jeu depuis le début de saison, à seulement 19 ans, il est ultra utilisé. Est-ce que ce n'est pas un problème de compter trop souvent sur le même 11 ? Après, le truc, c'est que Touzard, finalement, ça reste le taulier du milieu de terrain, parce que Lyon, cet été, perd Gonalon, perd Tolisso. Oui, mais il joue en Europa League, il joue encore une fois ce week-end. Est-ce que ce n'est pas un souci C'est un souci, mais parce que je pense que Lyon est un peu limité en termes de joueurs vraiment de qualité, en qui on peut avoir confiance, de certitude. Donc derrière, tu as Marcelo qui est le taulier. Au milieu, c'est Touzard. Il y a une ossature en fait qui se dégage quand on regarde. Et devant c'est Diaz, parce que derrière Diaz, il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc pour faire tourner, c'est super compliqué. Donc je pense que effectivement, peut-être qu'ils avaient besoin de souffler ces joueurs-là, peut-être que Genesio tire un peu trop sur la corde. Mais est-ce qu'il peut faire différemment ? Je ne suis pas sûr. Parce que sans Marcelo, on le voit, la défense est très friable. On a quand même des solutions au milieu de terrain, des joueurs comme, je pense notamment des joueurs comme Grenier, des joueurs comme Ferry, qu'on a très mais c'est des joueurs fragiles, on ne sait pas dans quel état physique ils sont. C'est des joueurs qui n'ont pas été très convaincants quand ils ont joué. Donc peut-être que Genesio n'a pas confiance en eux, n'a pas envie de prendre un risque. Surtout que Lyon était sur une bonne dynamique. Donc le piège, souvent, je pense, quand on est entraîneur, c'est de... Quand on dit une équipe, on change pas une équipe qui gagne, pardon. Donc peut-être qu'il est tombé dans ce piège-là, a pas changé, et que contre Lille, il l'a payé, c'est possible aussi. Après, il n'y a pas longtemps, on avait vu le match contre... c'est quoi le dernier match en Europa League ? C'est l'Apoel Nicosie, c'est ça ? Non, c'est pas Nicosie, c'est Limassol, l'Apollon Limassol. C'est ça, Limassol. Voilà, l'Apollon Limassol, où il avait titularisé... Comment il s'appelle ? Un défenseur, il avait mis un défenseur. Diakabi, milieu défenseur. Qui a joué contre lui. Qui a joué, d'ailleurs. Qui a fait un match pas très bon. Voilà, en tout cas, il est coupable, en tout cas, sur un début. On voit en tout cas que Genesio peut tenter des choses et qu'il essaye quand même un petit peu de diversifier son milieu. Mais voilà, comme on l'a vu par rapport au match face à Lille, c'est difficile, puisque certains choix, on va dire qu'il les paye directement après. Donc moi, après, la conclusion que je tire de ces stats-là, c'est que déjà, il a une ossature qui est importante. Parce que quand on voit les joueurs qui ont le plus joué, c'est un défenseur central, c'est un milieu, et c'est l'attaquant axial. Si on ajoute en plus à ça Lopez... Et derrière, c'est Fekir, je crois. Juste derrière, juste après... Voilà, donc il y a une réelle ossature par rapport à ça, et c'est sur le côté où... Est-ce qu'ils sont mieux armés que leurs concurrents marseillais, finalement ? Finalement, quand on prend l'effectif complet... En termes de profondeur d'effectif ? Dans son ensemble. Moi, je vois deux choses différentes. C'est que Lyon ont beaucoup de joueurs jeunes, contrairement à Marseille, qui ont des joueurs un peu plus âgés, plus confirmés. On a vu Maoulida, buteur ce week-end. Donc, Lyon s'appuie sur sa jeunesse. Sur le banc, en tout cas, il y a Aouar, qui est vraiment une bonne révélation, qui fait un bon début de saison. Tu as Ferland Mendy sur le côté, qui a joué hier, qui a fait un mauvais match, contrairement à ce qu'il a montré d'habitude. C'est plutôt l'idée, c'est les bancs qu'il faudrait analyser pour le coup. C'est sûr que l'équipe titulaire de Lyon et l'équipe titulaire de Marseille, je pense que Lyon, on l'a vu de toute façon, avec le nombre de buts qu'ils marquent, ils sont devant. Mais sur le banc, ça reste léger et ça reste fragile en fait. Donc c'est des bons joueurs capables de faire de bons matchs, mais sur la répétition des performances, on n'a aucune certitude en fait. Après, il faut voir, parce que quand on regarde le banc de Marseille aussi, il y a des joueurs un peu plus d'expérience comme Germain, qui pour le coup a du mal à se montrer depuis le début de saison. Il a 0 but en championnat. Il y a Ndiaye, qui est quand même le co-meilleur buteur de l'OM avec Thauvin. Il y a Bounassar qui a su se requalifier en poste dédié droit. Au milieu, il y a Maxime Lopez. Il y a un banc quand même à l'OM de joueurs qui ont un certain déjà un vécu en Ligue 1, voilà, c'est ça. Qui ont une certaine expérience en Ligue 1. Et je pense que ça peut faire la différence sur une saison. La profondeur de banc fait la différence. Il y a le mercato d'hiver qui arrive. On va voir si Lyon va se renforcer. Et puis Lyon, au-delà de ça, ils ont aussi beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas la Ligue 1. Bertrand Traoré, Mariano Diaz, Marcelo. Depay, mine de rien, Ndombele, il vient de Ligue 2, donc il est aussi novice. Aouar, Touzard, mine de rien, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est là, et pourtant c'est déjà le taulier du milieu de terrain. Donc quand ils sont en forme, c'est sûr que Lyon, ils ont un effectif super, c'est une super belle équipe à regarder jouer, mais ça reste fragile. Nous verrons alors si lors du prochain mercato, Lyon se renforce. Alors, Lyon a perdu, je le rappelle, sur début de Thiago Mendes,
d'Ezequiel Ponce. Mariano Diaz avait réduit le score. Lyon a perdu contre Lille. Lille, pour le coup, qui vit qui connaît une trajectoire complètement opposée à celle des Lyonnais. Lille qui frôle la zone de relégation, qui a perdu tout récemment son entraîneur. Mais bizarrement, Lille a semblé transformé hier. Pas seulement dans les attitudes, mais aussi peut-être dans le comportement sur le terrain. Je vous propose de lire une déclaration d'Amadou, qu'on verra juste après la déclaration d'Amadou, mais qui allait dans ce sens. Lille est une équipe qui a attaqué toute la saison. Alors, on voit la déclaration d'Ibrahim Amadou, capitaine du LOSC. Cette fois, on a décidé de jouer le bloc médian, de les attendre un peu et jouer vite vers l'avant à la récupération. On a vu un Lille, finalement, qui était de l'anti-Bielsa hier. Est-ce que c'est la clé pour se sauver cette saison ? Alors, pour se sauver, c'est ce que beaucoup de clubs de Ligue 1 font, finalement, hein, quand on regarde bien. Même pour ne pas se sauver, il suffit de regarder Montpellier, Nantes, un petit peu tout ce qu'ils font. Voilà, c'est des équipes qui jouent plutôt bas. Et quand on regarde le classement, ça marche plutôt pas mal. Montpellier gêne bien les gros. Nantes est dans le top 7, peut-être. Après, je sais pas, ils ont reculé dernièrement à cause de leur défaite contre Bordeaux, contre Rennes et contre Paris. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui marche en Ligue 1, en termes comptables. Après, c'est sûr que si on va comparer à ce que va faire Bielsa n'aurait jamais joué comme ça. Peu importe les résultats, peu importe le bilan comptable, peu importe ce que ça peut donner, Bielsa aurait gardé son état d'esprit. Peut-être que ça aurait fini par payer au bout d'un moment. Sur certaines prestations, j'ai vu... Alors qu'on voit à l'écran la composition d'équipe... qui est pour le coup pas du tout la même que ce que faisait Bielsa. Enfin, ça change complètement de ce qu'il faisait. Mais voilà, je commençais à voir quelque chose qui se dégageait un petit peu du Lille de Bielsa. Je me dis, est-ce qu'à terme, ça aurait pas marché ? Mais là, voilà, là, c'est quelque chose qui va marcher, ce qu'a fait Lille là. Est-ce que vous pensez que c'est de bon augure pour la suite, de voir 5 défenseurs à Lille, c'est plus stable défensivement ? Pour moi, c'est tout simplement plus réaliste, moins utopique. Bielsa, il avait des idées utopiques, surtout pour l'équipe qu'il avait. Je reviens un peu à Lyon. Ils ont fait beaucoup de recrutements extérieurs Ligue 1, avec plein de joueurs qui ne connaissaient pas la Ligue 1. Et je pense que Bielsa, et même nous, les observateurs du foot, on a trop attendu cette équipe. Donc cette équipe, pour moi, ils ne pouvaient pas jouer au ballon, c'était pas possible. Enfin, ils savaient le faire, ils marquaient de buts, mais on remarquait, ils se faisaient toujours rejoindre. En fin de match, ils se prenaient toujours des buts, c'était toujours compliqué. Je pense qu'ils pouvaient progresser quand même à ce niveau. Oui, mais je pense que ça aurait pris plus de temps. Et là, le problème, c'est qu'ils ont besoin de points, tout simplement. Ils ont besoin de sortir de cette zone rouge. Je suis pas sûr. Sans forcément faire le bilan de Bielsa sur ce nouveau Lille. Il y a peut-être un homme qui symbolise le renouveau de cette équipe, c'est Kevin Malcuit. Qui met 2 passes décisives hier. Il est l'auteur hier de 2 passes décisives. Est-ce que c'est pas aussi l'heure des joueurs qui ont été oubliés Malcuit, il jouait beaucoup au début. Ouais, après, il a eu un mauvais moment et Bielsa l'a sorti de l'équipe. Il y a des conflits, des tensions entre Malcuit mais c'était quasiment l'une des valeurs les plus sûres du recrutement lillois, en tout cas en termes de vécu en Ligue 1. Donc je pense que Lille va pouvoir s'appuyer sur lui. Mais je pense que ça correspond plus à leur standing de jouer comme ça. Je pense qu'ils gagneront beaucoup plus de points en attendant et en jouant contre, en prenant moins de risques tout simplement. Parce qu'on a vu que quand ils prennent des risques, ils essaient de jouer à la balle. Ils font beaucoup d'erreurs en fait. Ouais, mais c'est une solution ils le payent cash. Ça reste une solution court terme. Mais à l'heure actuelle, c'est ce qu'ils ont besoin. Parce que s'ils ne trouvent pas de solution. T'as pas l'air convaincu. Non, parce que quand tactique trop défensive. Non, c'est même pas ça. C'est que j'en fais pas une solution, une vraie solution. Parce que quand on regarde le classement en Ligue 1, c'est très serré aujourd'hui. En quelques victoires, on peut sortir complètement de la zone de relégation. C'est pour ça que je dis qu'il n'y avait pas urgence. Parce que voilà, quand on prend Bielsa. Quand Gérard Lopez prend Bielsa, il y a un vrai projet sur du plus long terme, même si on sait que Bielsa peut avoir du mal à rester. Alors qu'on revoit le classement, Lille est 18e avec 15 points. Ça, c'est après la victoire d'hier ou pas ? Oui. C'est après la victoire d'hier. Voilà, regardez, Lille est à 3 points du 13e qui est 3, 4 points du 11e qui est Saint-Etienne. Ils auraient pu sortir très rapidement de la zone de relégation. Il y a aussi le match contre Amiens où ils gagnaient au départ, qui a été rejoué finalement. Ça fait après des polémiques, je sais, on va pas trop en parler. Mais voilà, je pense qu'il n'y avait pas trop d'urgence par rapport à ça. Et moi, je voyais quelque chose qui commençait à se dégager de Lille. Et je me dis que sur le long terme, si on avait peut-être laissé plus de temps à Bielsa, je me dis que Lille aurait pu peut-être construire mieux, faire progresser ses joueurs plus rapidement. Et d'ici quelques temps, mieux s'en sortir. Alors que là, je me dis que ouais, certes, ils vont jouer plus reculés. Ils vont sûrement faire des résultats puisqu'ils un petit peu à l'arrache ou voilà, avec une bonne assise défensive, ils vont réussir à marquer 1 ou 2 buts pour gagner leur match. Mais
que les joueurs vont beaucoup progresser? Est-ce que Ils vont prendre sur le confiance deuxième... en moi. Je pense qu'ils Ouais, ont beaucoup perdu confiance. Moi, quand Yassine on regarde, Benzia disait on s'est dit les choses, tout va mieux parce qu'on s'est dit les choses. quand on regarde les réactions, beaucoup ont dit la défaite à Montpellier nous a fait beaucoup de mal. Quand ils se prennent 3-0, Montpellier, c'était, je crois, après Metz, la pire attaque de Ligue 1, si je dis pas de bêtises. Ils s'en prennent 3 contre Montpellier. Je pense qu'elle a fait beaucoup de mal. Donc ce changement, il était nécessaire. Et quand tu vois, Amadou dit aussi, si on ne change pas de tactique et qu'on veut jouer à la balle contre Lyon, on se serait fait bouffer. D'ailleurs, clairement. Donc eux-mêmes n'y croyaient pas. Je sais pas si on peut remettre je sais pas si la régie peut remettre la déclaration d'Amadou, mais ce qu'il dit, c'est quand même symptomatique. Ça montre vraiment la division, en tout cas je rappelle Amadou qui a remis en cause, il n'a pas remis en cause, mais qui expliquait que Lille avait joué de manière différente et que si Lille avait calqué son système de jeu du début de saison, le score aurait été beaucoup moins favorable. Je crois qu'il y a eu des mots un petit peu plus durs envers Bielsa même, pour moi, si je dis pas de bêtises. Non, pas spécialement dur, mais en tout cas, il expliquait que la tactique précédente était significative. Pour moi, il a juste été plus réaliste et ça s'est vu. Avec des ambitions plus réalistes, on fait de meilleures performances. Voilà, et pour moi, Lille a besoin de points. Ça veut dire que quand Lille remontera au classement, comme tu dis, enchaînera les victoires et qu'ils seront au milieu de tableau, voilà, dans le ventre mou, là, on pourra se poser la question si on pourra avoir d'autres ambitions offensives. Ouais, mais avec quel entraîneur, avec quel projet, c'est ça le truc. Ça, c'est une autre question. Aujourd'hui, on a un quatuor d'entraîneurs. C'est une autre question. Ils viennent tous d'un milieu un petit peu différent. Il y a Franck Manteau qui vient de Bordeaux. D'ailleurs, Fabien Galtier, c'est... Ça, c'est au rugby. Christophe Galtier, pardon. Après, défensivement, Fabien Galtier, pourquoi pas? Je pensais à l'Angleterre, j'ai pensé au rugby, j'ai pensé à Galtier. Il n'y a aucun rapport. Tu as parlé de Montpellier aussi, je crois qu'il est entraîneur de Montpellier. Galtier, l'ex-entraîneur de Christophe Galtier, l'ex-entraîneur de Saint-Étienne, s'est montré favorable à une probable arrivée à Lille. Mais quand on a vu ce qu'a fait Saint-Étienne, est-ce que Saint-Étienne a énormément progressé en 4 ans avec Galtier? Saint-Étienne a su. Ils partaient de loin quand même. Non, mais ils ont progressé un petit peu, ils ont su maintenir des résultats en Europa League. Mais pour moi, ils ont jamais, à partir du moment où ils ont atteint un certain seuil, en termes de ils n'ont jamais été beaucoup plus loin. Est-ce que c'est la solution? Là, voilà, aujourd'hui, on a Gérard Lopez qui arrive à Lille pour faire progresser le club parce qu'il a un vrai projet et parce qu'il y a de réelles ambitions. Je ne suis pas sûr que ce soit avec Christophe Galtier que Lille perd. Pour moi, Fares, pour conclure. Pour moi, ils ont été Lille un peu trop vite. Je pense que Bielsa est arrivé trop vite dans ce projet-là. Je pense que cette saison de transition, d'installation, que tous les joueurs, il y a eu beaucoup d'arrivées quand même. Donc, énormément, oui. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je dis qu'il c'est pour ça que c'est super compliqué. Mais faut regarder Milan aussi, ce qui se passe. Pour la suite, Fares, pour le... moi, je pense qu'il faut leur laisser du temps revenir. Comme Galtier, par exemple, peut-être... Pas forcément. C'est pas le meilleur choix. Je pense qu'ils doivent vraiment bien réfléchir parce que le choix est très important. Ils peuvent plus se tromper. Ils se sont trompés sur Bielsa. Je pense qu'ils peuvent plus se tromper. Nous verrons d'ici ces prochaines semaines. Tant qu'ils peuvent se maintenir, qu'ils prennent leur temps pour prendre un entraîneur, je pense, c'est mieux. D'ici les prochaines semaines, on saura de toute manière si Lille fera confiance à Galtier ou surtout quel entraîneur rejoindra le banc de ce club lillois. On a fini avec la page Ligue 1, on va passer de l'autre côté de la Manche, on va traverser cette Manche pour arriver en Angleterre. Hier, l'Angleterre connaissait aussi une semaine avec un match à 3 jours d'intervalle. Arsenal a signé le carton de la soirée en allant battre Huddersfield à la maison 5-0. Alors un match qui est vraiment une histoire exceptionnelle. Riche en rebondissements, des bonnes nouvelles, de moins bonnes. D'abord un but de Lacazette dès la 3e minute de jeu qui fait de lui le meilleur buteur de cette équipe d'Arsenal. Ensuite une blessure à la 45e, l'entrée de Giroud. D'ailleurs Lacazette n'a même pas rejoint le terrain en seconde mi-temps. Giroud est rentré. Il s'illustre d'abord par un poteau, puis par un doublé et Arsenal l'emporte 5-0. Finalement, je le disais, pas que des bonnes nouvelles sur ce match-là puisque Lacazette est officiellement forfait pour le match de ce week-end contre Manchester United. Un gros coup dur pour les hommes d'Arsène Wenger. Wenger était dépitant. Du coup, est-ce que Wenger, on se lance un peu les pieds dans le plat, est-ce que Wenger doit faire confiance à Giroud pour ce derby? On va dire que sur la dynamique, ce serait logique. Il rentre, il met des buts. Pour moi, on va dire qu'il mériterait peut-être d'être titulaire, d'être essayé. Parce que quand on regarde, je pense qu'on a la statistique, en championnat, c'est 0 titularisation cette année. Giroud, il le met en Ligue Europa. Il fait 11 entrées en jeu, il rentre dans 11 matchs, mais il n'est jamais titulaire. Contre City, il n'est pas titulaire. Contre Liverpool, il n'est pas titulaire. Donc, moi, j'y crois pas. Je ne pense pas que Giroud sera titulaire samedi contre Manchester United. Mais il le mériterait quand même un petit peu.
ce sera intéressant de le voir parce que surtout, c'est un gros match. C'est l'occasion à Giroud de prouver à Wenger que ça peut être. Donc pour toi, il doit lui clairement pour lui moi, donner sa chance. il aurait donné, mais j'y crois pas du tout. Pour moi, ce sera pas Giroud qui sera devant. Loïc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que Giroud doit profiter de cette, j'aime pas le mot, mais de cette aubaine malencontreuse que lui laisse c'est un peu malsain, Lacazette? c'est un peu Malheureuse, malsain, une malheureuse aubaine. Mais, Malheur des uns. Non, mais je vais rejoindre Fares, hein, je suis totalement d'accord. Après, oui, encore une fois, c'est ce que Wenger a dans la tête. Quand on regarde un petit peu, je sais pas si on va y venir. On va avoir un passage sur les choix de Wenger depuis le début de saison, et notamment concernant Giroud. Alors, en tout cas, là, ce que tu dis sur la dynamique, je suis totalement d'accord. Il rentre, il prouve qu'il y a un remplaçant. C'est Huddersfield, hein, c'est pas Manchester United, c'est notre échéance qui se profile. C'est sûr. Mais voilà, il rentre dans un match, il montre très rapidement, dans l'instant, qu'il est capable de remplacer Lacazette. Il a été titulaire pendant longtemps à la pointe de l'attaque d'Arsenal. Ça fait un petit moment qu'il joue quand même avec Ozil, avec Sanchez, avec le milieu d'Arsenal. Voilà, il a ses automatismes, ça a fonctionné auparavant. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas cette saison. Là, si Lacazette est titulaire aujourd'hui, c'est parce que Lacazette fait de meilleures performances. Ça ne veut pas dire que les performances Lacazette aussi, d'ailleurs, avait mis du temps avant de s'installer réellement. Ouais, mais dès qu'il s'est installé, il est plus sorti après. Oui. Quoi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui Giroud n'est plus titulaire, c'est pas parce que Giroud est moins bon, c'est parce que Lacazette est meilleur. Giroud a quand même toujours fonctionné, plus ou moins fonctionné avec Arsenal. En parlant de la comparaison entre Giroud et Lacazette, on a tendance, français, à comparer les deux joueurs, mais est-ce que finalement, est-ce que Giroud est le second choix et le successeur attitré de Lacazette quand on sait, et on va le voir à travers une comparaison sur les choix de Wenger, quand on sait que Welbeck lui est souvent préféré. Giroud, vous le voyez ici, il y a un vrai dilemme dans cette équipe d'Arsenal. Giroud est entré 11 fois en jeu. Welbeck, lui, a beaucoup plus le statut d'un titulaire puisqu'il a été titularisé 6 fois. Les deux ont marqué 3 buts. Et là, c'est une place de titulaire qui se joue pour remplacer Alexandre Lacazette. Alors, Welbeck, Giroud, lequel part avec une longueur d'avance? Pour moi, ce sera ni l'un ni l'autre. Pour moi, ce qu'il va faire, c'est que, en fait, Manchester, c'est un très gros match. Toi, tu veux mettre Walcott devant, c'est ça? Non. Lui, il veut jouer avec Mertesacker en plus. C'est un punk, Fares. C'est un punk. Non, mais Manchester, c'est la meilleure défense du championnat. Je pense qu'il va s'appuyer sur sa plus grande force, qui est Alexis Sanchez. Il l'a déjà fait. Je sais plus, je crois que c'est contre City, si je dis pas de bêtises, ou Liverpool. Contre Liverpool, je crois que Welbeck est là. Donc, non, donc c'est contre City où Sanchez est devant. Je pense que c'est ce qu'il va faire et il va mettre un joueur de complément pendant en ailier. Il va peut-être le complimenter. Ouais, voilà. Peut-être. Mais je pense qu'on va plus se retrouver avec Sanchez en numéro 9 pour essayer de vraiment mettre en difficulté. Sanchez en numéro 9 avec Ozil juste derrière. Ouais, et puis Iwobi, quelque chose comme ça qui va accompagner. Iwobi aussi qui compte dans cette animation offensive. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Si Wenger fait ça en termes de coaching, il envoie un message. Ah oui, ça c'est sûr. Il envoie un message très compliqué sur ça, c'est clair. à Welbeck et à Giroud qui leur dit clairement qu'ils ne comptent pas sur eux. J'espère qu'il fera pas ça en tout cas par rapport à ça, parce que Giroud et Welbeck sont quand même des joueurs qui peuvent avoir leur mot à dire. Maintenant voilà, quand on lequel des deux toi tu verrais, personnellement voilà, c'est quand même un vrai dilemme. On a Giroud qui est super sub. Tu parlais de titularisation, d'entrée en jeu, etc. Moi je vais surtout regarder les minutes. Et quand on fait le ratio, je crois qu'il a 2 fois moins de minutes. Le double. Mais Welbeck joue beaucoup au début, il joue beaucoup moins ces derniers temps. Si je dis pas de bêtises. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Oui, si bien sûr. Parce que Welbeck, il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Après, messieurs, attention, le week-end dernier, Arsenal fait 0-0, je le rappelle, contre Burnley. Dans un match qui finalement se trouve plutôt dans le contexte. Mais Burnley fait un bon début de saison aussi. Donc il se trouve dans le contexte de Giroud parce que c'est un match qui met du temps à se décanter. Et Arsène Wenger lance Welbeck à la place de Giroud. Donc est-ce que c'est pas aussi un signal qu'est-ce qu'on doit en conclure? Pour moi, on arrive vraiment, en tout cas pour Giroud, à un moment crucial. Parce que si effectivement il n'est pas titulaire samedi, je pense qu'il n'a plus rien à espérer de sa saison. Et s'il veut aller à l'Euro, même s'il a un crédit... tu penses qu'il doit carrément quitter Arsenal du coup? Enfin, c'est ce que je comprends. Pour moi, s'il n'est pas titulaire contre United, ça ne sert à rien qu'il espère. Enfin, il prend un très gros risque, même s'il a un crédit très fort. Tu peux y aller. Est-ce qu'il devrait partir? Pour moi, s'il n'est pas titulaire, il doit partir. Trouver une solution, il n'a qu'à rejoindre Marseille. Même si c'est un sacrifice pour lui. Je pense que Marseille le prend. Il n'a qu'à rejoindre Marseille. On a l'impression que c'est la 5e. Non, mais parce qu'il a été proposé. Marseille s'est intéressé un peu à lui cet été. Lui n'était pas d'accord. Le premier choix. Mais à un moment donné, il faudra peut-être qu'il revoie ses ambitions à la baisse pour qu'il joue. Parce que Deschamps, même s'il a un crédit très fort auprès de Didier Deschamps, je ne pense pas que s'il joue
très peu de matchs en deuxième Je partie de pense saison. que sa situation peut le. Il peut être en danger. Éventuellement, Il peut être en Après, danger. je sais pas, parce que Deschamps n'hésite pas à mettre, à titulariser en équipe de France, ou du moins à prendre dans le groupe des mecs qui ne jouent pas en club. On se rappelle mais de je- Sissoko à un moment donné avec Mais je crois que récemment, ou je sais plus, c'était vers septembre-octobre, il a fait une petite remarque que si à un moment donné Giroud ne jouait plus, des questions allaient se poser. Donc il a changé. Je trouve que le discours de Deschamps a un peu changé. Savoir. Parce que, pour revenir un peu dans le les débats, avant ça parlait Giroud, Benzema, mais maintenant il n'est plus là, Benzema, on n'en parle plus trop, c'est Lacazette. Lacazette, en plus, il est dans le même club que lui. Il est titulaire, alors que Giroud Giroud est ne l'est pas. troisième choix derrière Lacazette Voilà. et Welbeck, si on en croit les. Donc, à un moment donné, Les à un statistiques, moment donné, le débat va se poser. Et j'ai peur pour lui qu'il perde sa place en équipe de France. Donc, s'il n'est pas titulaire, je pense qu'il doit vraiment partir cet hiver pour se relancer. Donc, un match décisif pour Olivier Giroud, Mmh, à en croire Farez et Loïc. Est-ce qu'Arsenal peut aussi continuer sur cette belle forme? On a ensemble débriefé du match contre Tottenham, il y a eu cette belle victoire. Puis je le rappelais tout à l'heure, une victoire très étriquée contre Burnley, qui est une équipe ultra solide cette saison. Ouais, un peu comme Montpellier finalement. Dur à Ouais, et mener. puis il était aussi un peu l'an dernier. On a un vrai test contre United. Je rappelle que ce match se jouera à domicile, qu'Arsenal cette saison est très performant à domicile. Est-ce que vous les voyez gagner, s'imposer ces Gunners? Ils ont toujours eu du mal contre Manchester United. Ça va être un match. Compliqué. Les duels Wenger-Mourinho sont toujours très compliqués. Donc je pense que Mourinho. Je sais même pas si Wenger a une victoire contre Mourinho C'est d'ailleurs. une bonne question. Je suis suis pas sûr. pas sûr, je ne veux pas dire de bêtises, Je suis mais pas sûr. je pense que Mourinho va mettre beaucoup d'intensité dans ce match. Et Manchester, c'est une équipe très solide derrière. Donc on en revient au fait que c'est la meilleure défense. Donc offensivement, les choix de Wenger vont être très très importants pour mettre en difficulté cette défense de Manchester. Et je pense que c'est là que ça va jouer. Puis même au-delà de ça, parce que là, on va dire que tu prends le duel attaque-défense, attaque côté Arsenal, défense côté Manchester. Si on prend le duel de l'autre côté, c'est-à-dire attaque côté Manchester, défense côté Arsenal, on a vu quelques erreurs un petit peu, enfin en tout cas les occasions qui ont été concédées par Arsenal contre Huddersfield, c'était suite à quelques erreurs, même s'ils gagnent 5-0, etc. Quand on voit l'armada, la puissance offensive et les solutions qu'a Manchester United, il va falloir faire très attention aussi à ce niveau-là. Martial qui est sur une bonne forme. Pogba qui revient également. Au-delà de l'enjeu offensif pour Giroud, je pense que même pour Arsenal, toute l'équipe entière, c'est un très très gros test. C'est un tournant? Ouais, c'est un tournant. S'ils gagnent, ils sont incrédibles. Vraiment, Manchester City est loin, mais à jouer la deuxième, troisième place, à vraiment faire bonne figure. Après, contre Tottenham, on était tous globalement, sauf toi, parce que Bilal, toi, t'es un visionnaire. toi, t'avais prévu que Arsenal renversait le. C'est vrai. Mais voilà, on est globalement. Cette analyse sur notre chaîne. Je vous la conseille. Non, globalement, on était tous dans l'idée qu'Arsenal perdrait contre Tottenham. Au résultat des courses aujourd'hui, Tottenham a beaucoup de mal. Arsenal s'en sort plutôt bien. Donc voilà, faut se poser la question aussi de la réussite d'Arsenal face au gros. Il y a eu aussi le match face à Liverpool, mine de rien, qui s'est très très mal passé pour Arsenal. C'est une équipe qui est un petit peu imprévisible dans ces gros matchs-là. Donc pour le coup, je pense c'est difficile de faire un prévu. Est-ce qu'on peut tenter un pronostic? Très compliqué. Ouais, non, vous allez le faire. Non, mais c'est très difficile. Pareil, il est marrant. Je prends un pronostic. Ah non, je sais pas. Tu parlais d'Olympico tout à l'heure, c'est pareil. Il faut se lâcher. On est en fin d'émission. Les socios le feront d'ailleurs. Je vous invite, chers socios, via les commentaires sur YouTube, sur Facebook. On peut se tromper. Fares, il est très nul en pronostic. Ah, très nul. Il doit de l'argent à certains. À la Française des Jeux. Il a donné le nom. On pourrait parler de Winamax et d'Unibet. Excusez-moi. Pour être fair play. Allez, un petit chrono, messieurs. Moi, je vois un petit 1-1. Tu veux les buteurs aussi? Non, allez. Tu veux les passes décisives, tu veux les supporters. But de Iwobi. Et du côté de Manchester, but de Pogba. Tiens. Moi, je suis totalement nul en prono. Je dois pas tout parce que je pourrais pas. Les gars, vous êtes en train de me faire une analyse sur des pronos. C'est excellent. C'est excellent. On analyse tout. J'ai jamais vu des mecs aussi frileux, aussi peureux de... Non, mais tu sais quoi, moi je vais prendre un gros risque. Je vais dire 4-0 pour Manchester. Non, mais je sais pas, je pense qu'Arsenal peut complètement lâcher. 4-0. Ouais. C'est énorme. Tu sais que tu peux te faire bannir des socios, tu peux rejoindre Samuel et Romain en centre de réintégration FIFA. L'historique des matchs entre Arsenal et Manchester, entre Wenger et Mourinho, me fait penser qu'Arsenal peut lâcher ce match.
Après, voilà. Bon, non. On verra bien faut samedi. faut pas oublier tout ce que j'ai dit avant quand même sur le fait qu'Arsenal était Non, capable de mais renverser des gros matchs. Les sociaux, c'est puis tout le monde n'a aucune mémoire, donc tu vas te faire. Non, mais attends, il y a la vidéo YouTube, on peut la ressortir. Y a pas de On problème. reverra, ne t'en fais pas. C'est déjà fini, messieurs, Ouais, c'est passé pour vite, ça passe cet vite, hein. épisode. Ça passe Mm. très vite, cet épisode du Club des 5. On se retrouve dès demain en compagnie de notre cher Samuel Vasselin, à qui on va redonner la liberté et qui aura l'occasion de débattre d'un excellent, d'un chaud, d'un torride Juventus. Naples, Juventus de Turin. Gros Pour nous, c'est match. déjà fini. On remercie les socios qui sont de plus en plus nombreux à commenter, à s'abonner à notre chaîne. Je vous invite Bientôt, à continuer. on va faire une petite tribune là, comme ça. C'est incroyable. Bien sûr. On va inviter les socios et on va. Ça va être Ça incroyable. va être incroyable. Ça va être le feu. N'oubliez pas le Club des 5 sur YouTube. Abonnez-vous, pouce bleu et on vous dit à très vite. À Ciao. très vite Salut tout le monde. Ciao.